Ce soir, dans la case du siècle, l'histoire du combat féministe continue. Si le droit de vote a enfin été accordé aux femmes en 1944, l'après-guerre leur ouvre de nouveaux champs de bataille. L'inégalité au travail, la violence ordinaire et surtout la sexualité et la contraception. Et pour libérer leur corps, les féministes du MLF n'ont besoin de personne. Elles s'en chargent elles-mêmes et le disent haut et fort. Tout de suite, Simone, Louise, Olympe et les autres, la grande histoire des féministes, seconde partie. Un film de Mathilde Damoiselle. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Pauvres femmes esclaves, et pris dans nos entraves, debout, debout. On croit toujours que c'est gagné. L'égalité entre les hommes et les femmes. Le droit de vote pour toutes. La contraception. Le droit d'avorter et de librement disposer de son corps. On croit trop souvent que les femmes n'ont plus de combat à mener. On a un peu oublié qu'aux femmes, rien n'est jamais acquis. Et que les féministes ont toujours leur mot à dire. Les féministes, ce sont celles qui ont toujours voulu pour les femmes les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes opportunités que les hommes. En 1791, Olympe de Gouges exigeait la citoyenneté. En 1970, les filles du MLF libéraient les corps. 2 siècles les séparent. 2 siècles riches des luttes de ces femmes audacieuses, tenaces, visionnaires. Des féministes qui ont bouleversé leur destin pour transformer la condition des femmes. De toutes les femmes. Pour changer la vie, nos vies, leur histoire a été oubliée. Écoutons-les. La Grande Guerre a pris fin, la paix est revenue. La vie reprend son cours. Que promet-elle aux femmes? La liberté? Comme celle qu'affichent les garçons, scandaleuses et émancipées, au corps androgyne et à la sexualité sans tabou? Non, pas encore. L'heure de cette libération-là n'est pas encore venue. Ce qu'il y a à conquérir, ici et maintenant, c'est le droit de vote. C'est cela, la cause des féministes. Les Anglaises l'ont eu dès 1918, les Françaises ont failli le gagner en 1914. La guerre est terminée, l'heure est venue de reprendre leur combat. Les femmes ont pris largement leur part au sacrifice national, dans les usines comme au front. Elles sont veuves de guerre ou mères de soldats tombés, elles sont patriotes et responsables. Ne méritent-elles pas la reconnaissance de la nation? C'est ce que martèlent les grandes associations qui militent pour le vote des femmes. Elles comptent des dizaines de milliers de membres. Elles n'en doutent pas, la victoire, cette fois, est à portée de main. Et en effet, le 20 mai 1919, la Chambre des députés leur accorde à une très large majorité le droit de vote.
ans après l'appel d'Olympe de Gouges, les Françaises sont-elles enfin citoyennes? Il ne manque plus que l'accord du Sénat, la seconde assemblée, sans laquelle aucune loi n'est adoptée. Une simple formalité? Les sénateurs, de droite comme de gauche, hésitent, tergiversent, temporisent. Qu'ont-ils donc à reprocher aux Françaises? De sortir du rang? Non. D'être trop catholiques et trop conservatrices. Électrices, elles menaceraient la séparation des églises et de l'État, chèrement acquise en 1905. La preuve, même le pape Benoît XV est favorable au suffrage des femmes. La laïcité a bon dos, comme la morale. L'idée même que des prostituées puissent voter tétanise les sénateurs. En réalité, tous redoutent ce nouvel électorat féminin qui menacerait les vieux équilibres politiques. En 1922, les sénateurs votent massivement contre le suffrage des femmes. Dans les rangs féministes, c'est la consternation. Vive la République quand même, s'écrie depuis les tribunes l'avocate Maria Véronne, une ancienne de la Fronde qui dirige désormais la Ligue française pour le droit des femmes. Les pétitions, les manifestations et les arrestations n'ont servi à rien. Entre le Sénat et les féministes françaises, la guerre est déclarée. Le Sénat, voilà la citadelle anti-féministe dont il nous faut vaincre la résistance. En 1934, Louise Weiss déboule dans la galaxie féministe. Grande, imposante et flamboyante, elle relance la cause du suffrage des femmes. Paris, sous la conduite de Madame Louise Weiss, les militantes du féminisme sont venues place de la Bastille, portant des chaînes symboliques dont elles font ensuite un feu de joie. À l'attaque! Louise Weiss est décidée à dynamiter les ligues féministes qu'elle juge bien trop sages. Je vous amène à Bordeaux, Louise Weiss, pour défendre la cause du suffrage des femmes. Merci. Issue de la grande bourgeoisie protestante, agrégée de lettres et journaliste chevronnée, Louise Weiss a longtemps dirigé l'Europe Nouvelle, une revue pacifiste réputée. Elle s'est imposée dans un monde d'hommes. Ses reportages l'ont menée jusqu'en Russie. De l'Union soviétique jusqu'aux États-Unis en passant par la Turquie, les femmes votent. Comment peut-on lui dénier ce droit ? Elle a créé une association, la Femme Nouvelle. Avec la même énergie qu'elle a eue à défendre la paix en Europe, elle s'empare de la cause des femmes. Elle le revendique. Le féminisme doit se jeter dans l'arène de l'actualité. C'est une communicante née. Elle a compris le pouvoir des images. Dès qu'elle apparaît, les caméras surgissent, elle capte toute la lumière. Madame Louise Weiss, présidente de la Femme Nouvelle, a poursuivi sa courageuse propagande. Pour le jour du scrutin, nous avions organisé 36 sections de vote officieuses à l'aide de 100 volontaires. La police ayant dispersé nos installations, j'ai cru devoir tenir jusqu'au bout une urne symbolique de notre droit, et pour la défendre, j'ai manié la poudre de riz, s'entend. Dans le fond pourtant, son discours est convenu. Oui à l'égalité des droits politiques, mais surtout sans remettre en cause la place sociale des unes et des autres. Les antiféministes prétendent qu'en accordant le droit de vote à la femme, on risque de la voir négliger son devoir familial. Pour les rassurer,
Plusieurs féministes militantes, parmi les plus notoires, ont offert à leurs détracteurs un succulent déjeuner préparé de leurs propres mains au restaurant du Salon des Arts Ménagers. Messieurs les sénateurs, si vous vous laissiez régaler d'une omelette comme celle-ci, vous accorderiez le droit de vote aux féministes, bonnes françaises et bonnes ménagères. En vain. Louise Weiss peut bien porter la voix, le Sénat reste sourd. Même la victoire du Front populaire n'y peut rien. Victoire. 8 millions de salariés obtiennent satisfaction. Semaine de 40 heures, congés payés, réajustement des salaires, délégués syndicaux, conventions collectives. La possibilité pour des millions de travailleurs de vivre mieux dans une France unie et libre. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Ce n'est pas faute d'essayer. Léon Blum, socialiste et féministe, a pour la première fois de l'histoire nommé 3 femmes ministres dans son gouvernement. Parmi elles, la présidente de l'Union pour le suffrage des femmes, Cécile Brunschvicg, en personne. Mais rien n'y fait. En juillet 1936, pour la 6e fois, la Chambre des députés décide d'accorder le droit de vote aux femmes. Le Sénat n'inscrira jamais le projet à son ordre du jour. La cause est au point mort. Et pourtant, les Françaises avancent. Ont-elles seulement conscience de profiter des combats de la génération précédente? À la Belle Époque, les féministes de la Fronde avaient ouvert la voie. Désormais, elles sont plus nombreuses à s'imposer comme journalistes, avocates, médecins, artistes ou même architectes. Voici la maquette de quelques-unes des 23 villas que j'ai construites à Franceville-Plage, près de Cabourg. Vous voyez donc qu'une femme peut être amenée à exercer une profession qui était jusqu'ici réservée à l'élément masculin. Depuis 1907, elles ont le droit de disposer librement de leur salaire. Et même si le Code civil leur impose toujours d'obtenir l'autorisation de leur époux pour travailler, elles s'en passent largement. À l'usine, mais aussi dans les bureaux, l'emploi des femmes se développe, la figure de la secrétaire s'impose. Sur les routes des premiers congés payés, filles et garçons partent ensemble. La mixité fait son chemin. À condition de ne pas aller trop loin. En dépit des apparences, la sexualité reste taboue. L'heure de la libération des corps n'est pas venue. La France est viscéralement nataliste. Des femmes, elle attend des enfants pour remplacer les morts de la guerre et pour se reconstruire. C'est une obsession. Face à l'Allemagne, la grandeur de la patrie en dépend. Les ventres sont nationalisés. Aux mères françaises, qui de 1914 à 1918 ont montré tant de dignité courageuse, le gouvernement de la République a voulu consacrer un monument. Leur vocation la plus naturelle demeure essentiellement féminine. La joie d'élever et de chérir est celle qui donne les fiertés les plus douces. 2 lois rigoureuses ont été votées en 1920 et en 1923. Elles punissent de prison toute forme d'information sur la contraception. Parler tout simplement de contrôle des naissances est défendu. Un débat impossible. Quant à l'avortement, déjà proscrit par le Code civil, il est sévèrement puni.
Les Françaises pourtant résistent comme elles peuvent. Il y aurait 120 000 avortements clandestins par an. Dans le secret de son cabinet, la doctoresse Madeleine Pelletier, féministe radicale de la Belle Époque, n'a jamais cessé d'en pratiquer. L'avortement est quelquefois dangereux, mais uniquement parce qu'il est défendu. La canule à lavement est malpropre, mais elle a l'avantage d'être en mousse. Ce n'est pas le cas des tringles à rideaux, des aiguilles à tricoter, des tire-bouchons, des tisonniers que les femmes emploient pour se délivrer. Toujours radicale, toujours à contre-courant, Madeleine Pelletier. Elle est isolée parmi les féministes qui revendiquent avant tout le droit de vote. Elle n'a jamais cessé de défendre la liberté sexuelle des femmes et ses corollaires nécessaires, la contraception et le droit à l'avortement. C'est à la femme seulement de décider si et quand elle veut être mère, ose-t-elle écrire. Propos subversifs et courageux, visionnaires, il l'expose. Il m'arrive un terrible malheur. Je suis poursuivie pour avortement. Je pense que ce doit être une machination des curés. Madeleine Pelletier a été dénoncée. À 65 ans, en partie paralysée, elle est jugée et envoyée dans un asile de fous. Elle y décède, seule et oubliée, en décembre 1939. Madeleine Pelletier aura au moins échappé à l'occupation allemande. Et au régime de Vichy, qui exalte le retour aux valeurs traditionnelles et qui guillotine les avorteuses. Et quand le maréchal se penche sur des berceaux, c'est à l'avenir de la France que songe notre chef. Tout cela révulse Berti Albrecht. L'ordre nazi comme le credo vichiste, travail, famille, patrie. Berti Albrecht est féministe. Comme Madeleine Pelletier, elle a été des rares à défendre la libre maternité. Au mépris des lois, elle publiait Le Problème sexuel, une revue d'information sur le contrôle des naissances. Féministe, elle est aussi résolument antifasciste. Elle a été des premières à s'alarmer de la montée du nazisme. Ainsi, à l'heure de la défaite et de l'invasion, elle n'hésite pas. Avec Henri Freinet, son compagnon, Berti Albrecht fonde Combat, l'un des premiers réseaux de la résistance intérieure. Sa propre fille, Mireille, la rejoint dans la clandestinité. Dans tout le pays, des femmes s'engagent, simples agents de liaison, maquisardes ou chefs de réseau. Plus de 10 000 d'entre elles seront déportées dans les camps allemands. Berti Albrecht, elle, est arrêtée en 1943. Elle se suicide dans sa cellule, sans regret. Il faut être capable de tout accepter pour le haut idéal que l'on sert. Pouvoir porter la tête haute devant nous, tout est là. Les femmes ont pris leur part au combat et à la victoire. Le 26 août 1944, le drapeau tricolore flotte à nouveau sur Paris libéré. La République a repris ses droits
Et cette fois, les femmes en font pleinement partie. Fernand Grenier, député communiste au gouvernement provisoire de la France libre, a bataillé dur pour y arriver. L'ordonnance est signée le 21 avril 1944 par le général de Gaulle. Les Françaises auront le droit de vote et celui d'être élues. Enfin, un siècle et demi après la déclaration d'Olympe de Gouges, les Françaises sont citoyennes. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. L'histoire retiendra que le général de Gaulle a voulu ainsi récompenser l'héroïsme des résistantes et le patriotisme des Françaises, oubliant au passage les féministes du passé qui ont tout donné pour le droit de vote. C'est ainsi que s'écrit l'histoire des femmes. Les droits acquis aujourd'hui éclipsent les combats acharnés d'hier et ceux à mener demain. En dépit du droit de vote, la libération de la France n'a pas vraiment sonné celle des femmes. Châtiées pour avoir aimé, couché avec ou fréquenté des Allemands, les tondus de l'épuration viennent le rappeler amèrement. Le corps des femmes demeure une propriété nationale. D'une guerre à l'autre, rien n'a vraiment changé. Une fois encore, les femmes sont sommées de reprendre le chemin de leur foyer. La France demeure résolument nataliste. Le général de Gaulle n'a-t-il pas demandé aux Françaises 12 millions de nouveaux bébés afin de reconstruire le pays? N'oublions jamais que l'enfant saint est le patrimoine national par excellence. Il est le bien le plus précieux pour toute maman. Il doit être aussi le bien le plus jalousement conservé par la nation tout entière, car c'est lui qui porte déjà en ses fragiles mains tout le poids d'un précieux avenir. Le baby-boom est en cours et toutes les politiques le soutiennent. Congé maternité étendu et allocations familiales généreuses encouragent les familles nombreuses et incitent les femmes à rester chez elles. La télévision, qui s'invite désormais chez les Français, célèbre la fée du logis, l'icône de cette après-guerre. Paulette, Suzette, Lisette, Huguette, ou bien encore Isabelle, Pascal, Irène ou Hélène. Et quelle bosse de Philippe. Mère attentive, bonne ménagère et toujours séduisante. C'est cela, l'idéal féminin. Qui le remettra en cause ? Qu'est-ce que cela signifie pour moi d'être une femme ? Simone de Beauvoir est une professeure de philosophie et une romancière reconnue quand elle entreprend, à la Libération, de répondre à cette question. Elle ne sait pas qu'elle s'apprête à écrire le livre sur les femmes le plus essentiel du XXe siècle, le deuxième sexe. J'ai eu la chance de faire un métier dans lequel il n'y avait pas de compétition avec les hommes. Comme par-dessus le marché, je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfants, j'avais échappé aux servitudes de la condition féminine. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir, à mieux regarder autour de moi, j'ai vu la vérité sur la condition féminine. Et je l'ai découverte en grande partie en écrivant Le deuxième sexe. Le deuxième sexe est un plaidoyer contre la domination masculine.
Simone de Beauvoir y démonte tout ce qui, au cours des siècles, a justifié l'infériorité des femmes. On ne naît pas femme, on le devient, écrit-elle. L'éternel féminin n'est qu'un mythe, construit au fil de l'histoire pour enfermer les femmes et les assigner à leur place immuable d'épouse et de mère, toujours dominées, jamais égales. C'est une réalité. Si dans la France d'après-guerre, les filles sont de plus en plus nombreuses à étudier, rares sont celles qui feront carrière ou qui réaliseront leurs rêves. Elles sont moins payées, elles arrivent beaucoup moins haut, elles se contentent de postes secondaires parce qu'elles savent, d'ailleurs, elles partent battues d'avance, qu'elles n'obtiendront pas des situations vraiment très importantes. Pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Pour que, sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir, et profondément et de l'intérieur, les égales des hommes. À la France nataliste, Simone de Beauvoir lance que l'instinct maternel n'existe pas. Non, le destin des femmes n'est pas nécessairement d'être mère. Elles peuvent faire l'amour juste pour le plaisir, avec des hommes ou avec des femmes. Comme Madeleine Pelletier en son temps, Simone de Beauvoir parle de tout ce qui est tu, honteux, tabou. L'homosexualité, l'éducation sexuelle, l'avortement. Madeleine Pelletier a été oubliée, Simone de Beauvoir fait scandale. Elle qui a refusé le mariage et la maternité est traitée de femme mutilée. On voit bien là le préjugé contre la femme, parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne dira jamais qu'il lui manque d'être père pour connaître la condition humaine et qu'il est mutilé. La mission créatrice de la femme, c'est pas d'écrire des livres, c'est de faire des Oui, gosses. ça c'est le grand préjugé, en effet, auquel on revient pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Avec le deuxième sexe, Simone de Beauvoir annonce les combats à venir. Le droit de vote a été gagné. Désormais, l'heure de la libération des femmes, de leur vie, de leur corps, est venue. Gare aux femmes, une nouvelle vague du féminisme déferle. Depuis combien de temps êtes-vous mariée, madame? Depuis 10 ans. Est-ce que vous travaillez? Non. Vous avez beaucoup d'enfants? J'ai 5 enfants. Quel âge ont-ils? 9 ans, 8 ans, 6 ans, 2 ans et demi et 6 mois. Je suppose que vous ne voulez pas d'un 6e enfant non plus. Non, ce sera une catastrophe. Un fait divers a marqué les esprits en 1955. Ginette et Claude Bach sont jugés en cour d'assises pour avoir laissé mourir leur fille de 8 mois. La mère n'a que 23 ans. Elle est enceinte pour la 5e fois. Une femme est venue témoigner à la barre. Marie-Andrée Lagroix-Veille-Allé. Elle est médecin, gynécologue. Au juré, elle rappelle le drame quotidien des grossesses non désirées. Elle n'a pas peur de braver la loi qui interdit d'en parler. La France ne peut plus se permettre de punir l'information sur la contraception. Des enfants en meurent, des femmes aussi, des suites d'avortements clandestins. Elles sont des centaines de milliers à y avoir recours, au risque d'infection, d'hémorragie, de mutilation. Quand elles se risquent à l'hôpital, elles sont stigmatisées. Mais je crois que la vocation, comme vous dites, est partie de l'observation médicale. J'ai vu une femme curtée sans anesthésie dans un hôpital et que j'ai assisté à son réveil et que, surtout, quand j'ai interrogé les jeunes gens qui avaient fait ça, c'est-à-dire l'interne, le chef de clinique, enfin ceux qui étaient
qui avait fait ce curetage, ils m'ont expliqué que c'était pour la punir et que comme ça, elle ne recommencerait pas. Alors ça, j'ai trouvé ça abominable et je crois que j'étais horrifiée de cette chose-là. Nous avons trouvé une bonne solution pour vous. Vous êtes contente? Une femme l'a convaincue d'agir. Evelyne Sulro. Elle a 31 ans et 4 enfants. Elle, qui a résisté très jeune pendant la guerre, n'a pas pu terminer ses études qu'elle rêve de reprendre. Le contrôle des naissances est une cause qui la concerne. S'engager ne lui fait pas peur. Je lui ai écrit en lui disant qu'il faut que nous fassions une association de femmes parce que c'est une question que seules les femmes pourront sortir. Et c'est le 8 mars 1956 que j'ai déposé les statuts. Ensemble, elles fondent une association au nom discret et rassurant, la Maternité Heureuse. Bientôt, elle deviendra le mouvement français pour le planning familial. En France, depuis 1920, la loi réprime toute diffusion d'informations concernant l'avortement et toute propagande anticonceptionnelle. Mais la loi ne s'oppose pas à ce que l'éducation sexuelle du couple soit entreprise. Quel est votre problème? Non. Pour contourner la loi, Marie-André Lagroua-Veil-Allais et Evelyne Sulro font bonne figure. Officiellement, le planning familial œuvre au bonheur conjugal. Quand en réalité, les médecins du mouvement distribuent discrètement à ses adhérents les contraceptifs disponibles. Des préservatifs féminins ramenés en secret d'Angleterre en attendant la fameuse pilule qui vient d'être autorisée aux États-Unis. Le psychiatre m'avait dit qu'il ne faut absolument plus d'enfants. Alors évidemment, sans me donner les conseils, plus d'enfants, c'était pour moi surtout, qui suis catholique, la méthode Ogino, bien sûr. Seulement, ça m'avait déjà valu le 4e, le 5e, le 6e, si bien que j'ai dû tout de même suivre d'autres méthodes. Nous pensions que la contraception allait faire baisser l'avortement clandestin. Et nous faisions ça pour qu'il y ait moins d'avortements. C'est-à-dire, on voulait permettre aux femmes de maîtriser leur fécondité et de maîtriser leur vie de ce fait. Ça a changé énormément de choses. 10 ans après sa fondation, le planning familial revendique plus de 100 000 membres. Sans coup d'éclat, mais avec constance, Marie-André Lagroua-Veil-Allais et Evelyne Sulro ont imposé dans l'opinion l'idée que les femmes avaient le droit de choisir leur maternité. Leur message passe, à gauche comme à droite. Lucien Neuwirth, député gaulliste, en est convaincu. Contre une partie de sa famille politique, il fait adopter en 1967 la loi qui autorise la contraception en France. Rien ne sera plus comme avant. Les Français ne l'ont pas vu venir, ce mai 68 qui a pris les rues pour changer la vie. Révolte ou révolution, qu'importe, une brèche a été ouverte. Les femmes s'y engouffrent. Elles sont une dizaine, ce 26 août 1970, sous l'Arc de Triomphe. Elles ont apporté des fleurs. Leur hommage à la plus inconnue des femmes, la femme du soldat inconnu. Elle se nomme Monique Wittig, Christine Delphi, Anne Zelinski, Cathy Bernheim, Christiane Rochefort. Elles viennent de signer l'acte de naissance d'un mouvement qui ne dit pas encore son nom, le Mouvement de libération des femmes, le MLF. Pourquoi est-ce que les femmes doivent toujours demander des trucs? Pourquoi? Est-ce qu'il faut toujours s'adresser, bon, donner un livre blanc? Enfin, on est là, non, on ne peut pas aller le demander directement. Il faut remettre un petit bouquin à quelqu'un qui vous dit, écoutez, c'est très intéressant, le cas échéant, j'en tiendrai compte. Et pourquoi le cas échéant? Pourquoi est-ce que c'est pas obligatoire qu'on tienne compte de la moitié de la population?
À 29 ans, Christine Delphi est sociologue. Formée aux États-Unis, elle a connu le mouvement pour les droits civiques des Noirs et les débuts du Women's Lib, la libération des femmes américaines. Elle en est convaincue. Les femmes n'ont pas d'autre cause à défendre que la leur. Et ce n'est qu'unies, collectivement, entre elles, qu'elles se libéreront. Et le mouvement en tant que tel s'est créé en 70. Et il ne s'est pas créé autour d'une campagne particulière ou d'une mobilisation particulière. Je crois qu'il s'est créé d'emblée comme une réunion de femmes entre elles et comme une explosion. C'était l'époque de gloire des mouvements de libération nationale. Ça voulait dire que les femmes se concevaient comme un peuple qui était sous la botte d'un occupant. Demandez le torchon brûle. La condition des femmes divorcées en France. Demandez le jour. Il faut se rappeler ce qu'est la France des 30 Glorieuses. Ce n'est que depuis 1965 que les femmes mariées ont le droit d'ouvrir un compte en banque ou de travailler sans l'autorisation de leur mari. Et ce n'est que depuis 1970 qu'elles partagent l'autorité parentale. On est exploité à la maison, on est exploité au travail, on ne touche pas les mêmes salaires que les hommes au travail. Ça, vous avez parfaitement raison. Les filles du MLF vont tout bousculer. De mai 68, elles ont gardé l'envie de réinventer le monde. Mais du machisme de leurs camarades, elles ne veulent plus. Fini de taper à la machine les tracts que des hommes leur dictent. Fini de rester à leur place de femmes, en retrait, inférieures. Fini d'être invisibles. Ne me libère pas, je m'en charge. C'est cela, la nouvelle vague des féministes. Tout simplement, ce qu'on aurait voulu, c'est que les mecs comprennent que leur place n'était pas là. Dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors. Et alors que leurs épouses discutaient de l'avortement libre et gratuit, de la contraception, du viol, de l'homosexualité, de l'accouchement, ils langeaient et pouponnaient. Est-ce que vous ne craignez pas que la libération de la femme passe par l'oppression de l'homme? Pas du tout. La femme, elle a sa vie, un homme a sa vie. Ils peuvent coexister ensemble aussi librement l'un que l'autre. Le MLF vaincra, il n'y a pas de problème. Le MLF est un mouvement spontané, sans ligne imposée ni leader. En général, c'est que dès qu'on parle de féminisme, on nous lance matriarcat à la figure. Comme si nous avions l'intention de remplacer le patriarcat, qui est une situation de violence et d'exploitation, par une autre situation de violence et d'exploitation. Pas du tout. C'est vraiment le rapport. Elles viennent toutes de différents groupes de femmes, nées de ce besoin de prendre, entre elles, conscience de leurs conditions. Celles qui s'affirment lesbiennes ont participé au front homosexuel d'action révolutionnaire avant de se retrouver entre femmes au sein des Gouines rouges. Elles s'aimeront au grand jour. Autour d'Antoinette Fouque, un autre groupe se fédère. Psychanalyse et politique, psychépo. On y parle inconscient et désir des femmes. Il m'a regardé comme ça en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il avait 20 ans, il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir. Un geste fait son apparition. Les deux mains réunies en triangle. Il évoque la puissance du féminin. Un signe de ralliement comme cet hymne des femmes repris à la guitare. La bande originale des années MLF. Je voudrais simplement poser une question bête. Vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de ceci, vous n'avez pas de cela, alors vous vous réunissez par le téléphone arabe ou par télépathie? Non, nous nous réunissons à date fixe, dans un lieu précis, où il y a... Qu'est-ce qu'ils décident? On a décidé tout ensemble. On a dit tous les mercredis soirs, aux Beaux-Arts, le MLF se réunit, et les groupes de quartier ensuite, les groupes de travail sur les HLM, sur les usines, sur les quartiers. C'est une organisation. Non, c'est une organisation qui est totalement autogérée. Personne ne dit vous allez faire ça, ça et ça. Celles qui viennent, viennent. Celles qui viennent pas, ne viennent pas. Mais ça fonctionne. On a même un journal, Le Torchon brûle. C'est pas une publicité. Il est pratiquement pas dans le commerce. Madame. Le monde que nous voulons, nous les féministes, c'est créer un monde où il n'y ait plus de domination, où il y ait des êtres humains
qui ne soient plus considérées ni en fonction de leur sexe, ni en fonction de leur couleur, ni en fonction de leur âge, et qui soient libres de s'épanouir chacun comme ils veulent, en ayant le maximum de choix possible. Simone de Beauvoir est séduite. Ces filles, brillantes et radicales, sont libres comme elle l'a toujours été. Et elles brandissent le deuxième sexe comme une nouvelle Bible. Anne Zelensky l'a sollicité. Elle le sait, l'avortement toujours interdit doit être la cause qui fédérera les femmes autour du MLF et au-delà. L'idée d'un manifeste public a fait son chemin. Simone de Beauvoir accepte d'en être. Aux côtés de Catherine Deneuve, de Marguerite Duras ou de Delphine Seyrig, elle est l'une des 343 femmes, célèbres ou anonymes, qui osent proclamer dans le Nouvel Observateur « Je me suis fait avorter ». À l'époque, c'était un scandale. Ce manifeste a été une bombe en France et à l'étranger. On peut dire que ça a été la bombe de redémarrage du féminisme officiellement. En novembre 1971, le MLF prend les rues. Depuis les exploits de Louise Weiss en 1936, c'est la première fois que les féministes défilent ensemble. Contraception pour toutes, même les mineurs. Avortement libre et gratuit. L'heure de la libération du corps des femmes est vraiment venue. Moi, je pense qu'elles ont raison. Elles ont raison? Oui. Qu'est-ce que c'est? Pour l'avortement libre et gratuit et une information pour la contraception. Ils ont qu'à pas baiser. Vous n'avez pas baisé, vous? Si, mais on fait attention. Toc. Mais voilà, désormais, les femmes ne veulent plus faire attention. Elles veulent choisir. Choisir, c'est justement le nom de l'association qu'a fondée l'avocate Gisèle Halimi. Elle est rodée. Pendant la guerre d'Algérie, elle défendait les militants du FLN et dénonçait haut et fort la torture et les viols commis par l'armée française. Désormais, elle s'engage totalement pour le droit des femmes à choisir leur maternité. Avec des médecins volontaires, elle brave la loi. Nous avions décidé à choisir de pratiquer deux espèces d'actions, les actions légales, mais aussi les actions illégales. Ne croyez pas que nous avons la prétention de croire que nous pouvons répondre à la demande de l'avortement. Nous ne pourrons jamais faire 800 000 avortements par an. Nous en ferons quelques milliers. Seulement, nous les faisons d'une manière exemplaire, dans les meilleures conditions, gratuitement, et seuls des médecins pratiquent cet avortement. Ceci pour mettre les pouvoirs publics en face de leurs responsabilités. En novembre 1972, le procès d'une jeune fille, Marie-Claire, accusée d'avoir avorté avec l'aide de sa mère, est l'occasion d'un coup médiatique retentissant. Au tribunal de Bobigny, Gisèle Halimi a convoqué à la barre des sommités scientifiques et des personnalités. Gisèle Halimi fait du procès de Marie-Claire celui de la loi de 1920. La jeune fille est acquittée, une manche a été remportée. C'est pour nous, il faut bien le dire, une victoire en ce sens. Un pas a été fait et qu'il est aujourd'hui irréversible. Elles n'ont rien lâché, les féministes, et elles sont entendues. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Simone Veil, ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing, a compris l'enjeu.
Déterminée face aux injures et aux invectives, elle fait adopter, le 17 janvier 1975, la loi qui dépénalise l'interruption volontaire de grossesse. La loi est provisoire et pose des conditions, mais l'essentiel est acquis. Plus jamais, une femme ne pourra être accusée, jugée, emprisonnée pour avoir décidé de ne pas porter un enfant. Les féministes ont gagné la bataille de l'avortement. Vont-elles en rester là? Sûrement pas. Mais qu'est-ce qu'elles veulent encore? Elles veulent tout changer. À commencer par les relations entre les femmes et les hommes, dans la vie publique comme dans l'intimité. Des violences faites aux femmes au sexisme ordinaire, le patriarcat résiste. Tout reste à faire. Les idées féministes font leur chemin. Des femmes s'imposent, là où on ne les attend pas. Actrice iconique et militante MLF, Delphine Seyrig prend la caméra pour épingler les clichés sexistes. Régine Desforges, première femme éditrice, se bat contre la censure pour publier ses textes érotiques. Je suis un solocrate pas con, tu vois. Enfin, j'essaye. Ouais, t'es pas trop con, mais t'es drôlement falot. Hein. Ah oui? Mais moi, ça me gêne pas. À Charlie Hebdo, les machistes font leur autocritique. C'est un t-shirt féministe que j'ai fait qui... Claire Bretéché s'impose dans le monde masculin de la BD. Je trouve qu'il est temps que les mecs se poussent, de toute façon. Ils peuvent se pousser sur certains plans et se rapprocher sur d'autres plans. Et croque les états d'âme des femmes post-MLF. J'arrive pas à savoir si je veux un enfant ou pas. Quelque chose a changé, irrémédiablement. Jusque dans les usines et dans les syndicats. Là aussi, des femmes se lèvent, prennent la parole, exigent d'être entendues. Quand on leur demande comment elles vivent, et qu'elles expliquent comment elles vivent, et que c'est elles qui se lèvent à 5 heures pour porter les gosses à la crèche, ou que elles se tapent le double journée, quand on pose des questions comme ça, on découvre que c'est à cause des conditions de vie, comme n'importe quel travailleur, mais on découvre aussi que c'est essentiellement aussi parce qu'elles sont des femmes. Georgette Vacher est ouvrière chez Calor à Lyon. Elle milite à la CGT, où elle est en charge du secteur féminin. Toujours à l'écoute, elle connaît bien le quotidien des femmes. Elle sait que les femmes sont les plus exposées au chômage, au temps partiel imposé ou au bas salaire. Ce sont des revendications que la CGT défend. Elles sont nées pour travailler et faire chacune de journée dans une. Les femmes ont tant d'agilité, demandent pas colère. Mais Georgette entend aussi tout le reste. La fatigue du quotidien, les enfants et le ménage après l'usine ou le bureau, les inégalités au sein des couples. Elle-même sait bien combien il est difficile pour une femme de se faire entendre et respecter par les dirigeants du syndicat. Et si on essaie de dire que, ben oui, d'accord, on est ensemble, mais que les femmes, elles sont ensemble entre elles, et ensemble entre elles, elles ont des trucs à sauver et à imposer, pour vivre d'autres choses, ça leur plaît pas du tout. Et c'est traduit comme un féminisme intellectuel, c'est traduit comme une volonté d'être agressive, c'est traduit comme un manque de conscience de classe. Les syndicalistes se méfient des féministes. Avec leurs appels à unir toutes les femmes, au-delà des barrières sociales, elles menacent l'unité de la classe ouvrière.
La ligne n'a pas changé. L'ennemi, c'est le patron, pas les camarades. Ces positions féministes isolent Georgette Vacher. Bientôt, elle est démise de toutes ses responsabilités. Un désaveu cinglant pour elle, qui s'est toujours engagée. À la veille d'un congrès en octobre 1981, Georgette Vacher met fin à ses jours. Il n'est pas venu le temps de l'égalité dans le monde du travail. Est-ce que vous vous sentez libérée? Tout à fait. Absolument. Tout à fait. J'ai aucun complexe, je me sens pas du tout diminuée par rapport aux garçons. Absolument pas. Vraiment pas. Tant de victoires ont été arrachées depuis qu'Olympe de Gouges prétendait monter à la tribune. Le droit de vote et la citoyenneté, l'éducation et l'accès à tous les métiers. L'égalité devant la loi et dans la famille. La liberté de disposer de son corps. Pour chaque droit acquis, il a fallu que des femmes s'engagent, portent la voix, s'exposent. Au risque toujours des critiques et des caricatures. Les féministes du MLF n'y échappent pas. Qu'est-ce que vous pensez du MLF? Je suis complètement contre, alors. Vous pensez qu'il faudrait interdire le MLF? Non, pas l'interdire, mais j'ai rarement vu de très belles femmes au MLF. Les années 80 sont des années de crise. L'heure est aux rivalités et aux divisions. Les messages des féministes ne passent plus. Moi, j'en ai rien à foutre du MLF. Pourquoi? Parce que je trouve que ça devient vraiment débile. Mais le féminisme n'est pas mort. Bientôt, les femmes immigrées prendront la parole, fortes de leurs expériences singulières. Contre le sexisme, mais aussi contre le racisme. Contre toutes les discriminations, le féminisme est appelé à se réinventer pour relever les défis du moment. Tant de nouveaux champs sont à explorer. La sexualité, qu'elle soit homo ou hétéro, la parité dans le travail comme en politique, la représentation des femmes et de leur corps. Tant de nouvelles batailles sont à mener. Contre les violences, contre le harcèlement, contre la domination. Les féministes auront toujours à défendre les droits des femmes, à conquérir l'égalité, à gagner la liberté. C'est une longue histoire, une belle histoire. Elle n'a pas fini de s'écrire. T'arranges pas, toi. Oui. Tu te rends compte, 20 kilos de puissance en plus dans le battement d'aile. Arrête, tu voleras pas plus que j'ai volé.